Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Zaroukian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes réalisateur indépendant, c'est-à-dire que vous financez et autoproduisez vos films. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals, parfois internationaux, comme pour Bientôt les vacances ou Reality 2.0. Et l'équipe du Média en 4-4-2 et surtout Marcel vous a découvert suite au court-métrage intitulé Sous contrôle qui a dépassé les 50 000 vues sur YouTube, dont vous dites que c'est une satire de la gestion sanitaire et de la docilité ambiante. Alors avant de revenir sur cette période, racontez-nous quel est votre parcours en tant que réalisateur. Alors mon parcours est assez simple. Déjà je suis autodidacte, donc je n'ai pas eu de... J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait d'école de cinéma en particulier. Moi, c'est très simple. À la base, j'étais plutôt sportif, assez casse-cou, on va dire. Et le cinéma me plaisait beaucoup. Donc moi, j'ai démarré, en fait, avec des amis, à faire des vidéos de bagarres, un peu comédie, un peu avec des acrobaties, des cascades, tout ça. Moi, comment dire, j'adorais le cinéma d'action au départ. Hein, c'est très simple. J'adorais le cinéma d'action, donc les films de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, et notamment Jackie Chan aussi, qui a été une immense source d'inspiration pour moi. Et voilà. Puis après, j'ai évolué. Après, de rencontre en rencontre, on essaie de faire autre chose. On laisse un peu de côté les coups de poing et les coups de pied pour essayer de raconter quelque chose. Et petit à petit, j'ai voulu raconter des histoires intéressantes, faire passer plus d'émotions dans ce que je faisais, dans ce que je réalisais. Et voilà, j'en suis arrivé à faire mes courts-métrages un peu plus scénarisés et jusqu'à la satire plus ou moins politique de société, quoi. Alors justement, aujourd'hui, on est bien loin de ces films d'action. On est plus dans des films, on va dire, d'auteur. Vous traitez de vrais sujets de société assez profonds. Quelles sont vos inspirations, justement? Vous inspirez de la vie quotidienne, des gens? Ouais. Oui, c'est essentiellement ce que je vois autour de moi. Donc c'est ce qui va, moi, me toucher. Vraiment, hein. Ça va être... c'est pas forcément de la colère ou quoi, mais c'est mon regard face à l'absurdité d'un phénomène de société ou d'une mode ou d'un événement politique. Ouais. Le besoin de réagir, le besoin de dire c'est peut-être un peu bizarre ce qui se passe, ou peut-être que ça va pas dans la bonne direction, ou enfin de vouloir questionner les spectateurs, les gens qui regardent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu un court-métrage qui s'intitule Bientôt les vacances, qui a été d'ailleurs sélectionné officiellement au Festival du Court de Nice en 2015 et au Short Film Corner de Cannes en 2016. Et ça raconte l'histoire d'un garçon qui est livré un peu à lui-même, qui ne vit qu'avec sa mère. Et la journée, il fait l'école buissonnière et il se lie d'amitié avec un marginal. Qu'est-ce que vous vouliez donner comme sens? Pourquoi ce sujet, en fait? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Je crois que j'aimais bien le côté justement marginal, le côté en décalage d'une société, en décalage des autres personnes. Parler aussi de la solitude, un petit peu. Il y a un petit peu ça dans le film. Et puis montrer... il y a aussi le message dans ce film quand même de l'enfant qui n'a pas de père. Ça, c'est aussi énormément dans notre époque, ça. Le manque de père, le manque de père-repère, hein, j'invente rien. Et donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui se mélange dans ce court-métrage. C'était un petit peu
un petit peu de poésie aussi, essayer de faire quelque chose un petit peu doux, un petit peu agréable. En plus, on est dans le sud, donc c'est sympa pour les décors et l'environnement, quoi. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui s'entremêle. Alors une poésie qui se traduit forcément par des silences que vous filmez, ouais. Des silences qui sont très longs. Ouais, j'aime bien. Alors peut-être un petit peu excessif dans celui-là en particulier, mais en fait j'aime bien quand un personnage j'aime bien faire réfléchir mon personnage. C'est pas forcément un dialogue, c'est pas forcément une action intense ou quoi, mais j'aime bien le personnage qui regarde, qui se pose des questions lui-même. Je pense qu'on le ressent aussi, et ça crée quelque chose. C'est pas parce que le personnage est triste qu'il faut forcément qu'il pleure. C'est pas parce que le personnage est triste ou en colère qu'il faut qu'il casse tout. Enfin, voilà. J'aime aussi dans les silences, dans les regards, laisser passer des choses comme ça. Alors ensuite vient le court-métrage Reality 2.0 dans lequel, là, vous vous attaquez à la réalité virtuelle et notamment ses dérives. Ouais. Alors c'est un vrai sujet d'actualité qui est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Je pense que ça sera, ça sera encore d'actualité un moment parce que ça va vers ça. Crédit épuisé. 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 Oui, Réalité 2.0. Déjà, j'ai eu l'idée en voyant mon frère avec un casque. Déjà, je l'ai filmé pour un truc et puis en le voyant dans l'écran de la caméra, ça m'a envoyé quelque chose. Je me suis dit là, il faut que je fasse un truc sur ça. C'est visuel. Il y a le côté ridicule de l'objet, quoi, hein, aussi, hein, bien sûr. Hein, le casque sur la tête, les gens qui sont là comme ça. Il y a tout ce côté un peu ridicule. Et bien sûr, bah oui, est-ce que ça va créer en société, dans la relation des gens les uns envers les autres. On voit déjà avec Internet le bouleversement que ça a pu être, les téléphones avant. Et ça, le virtuel comme ça, aussi poussé, aussi... parce que c'est très bien fait, hein, c'est des technologies, j'ai essayé, je connais, hein, c'est incroyablement bien fait, c'est très immersif. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que ça va donner en société, effectivement. Puis dans une société marchande, c'est-à-dire où tout s'achète et se vend, parce que ça va pas être un cadeau juste pour s'amuser. Donc il y avait ce côté-là dans le film. On achète le casque, et puis après on achète tel jeu, puis après on appelle ça des add-ons, c'est comme des DLC dans l'univers du jeu vidéo ou quoi, les gens connaissent. Donc il y avait cette approche où toujours acheter le petit truc en plus, le petit truc en plus, le petit truc en plus. Voilà. Et c'est la société aussi dans laquelle on est. Donc voilà, c'est ça. Alors ce court-métrage vous a valu 8 sélections à des festivals internationaux même. Oui, plus à l'étranger qu'en France. Hein. Oui. Je crois que j'en ai eu qu'un en France, je crois. Enfin, moi, j'ai la liste exactement. Vous avez été sélectionné au Festival de Barcelone, Mexique, en Inde pour 2 festivals, je crois. Oui, c'est vrai. En Russie, en Italie, en Angleterre. C'est sympa, oui. C'est que vous avez rencontré un vrai écho, en fait. Oui, je pensais pas autant, d'ailleurs. Je pensais pas autant parce que le film est quand même très satirique. Ça va pas forcément dans les sujets où on penserait que ça aille. C'est un petit peu à contre-courant déjà. On est déjà dans une démarche de critique assez rentre-dedans, quoi, de la société moderne. Et donc oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours. Et du coup, c'est venu à l'étranger. Donc c'est venu tous les pays là que vous avez vu. Italie aussi, un festival pas mal en Italie aussi, où j'ai pas pu aller parce que c'était en pleine période Covid. Donc bon, c'est dommage. Mais j'aurais bien aimé aller à celui-là. Mais oui, donc ça fait un retour. On se dit que ça touche les gens, quoi. On se dit que
ça fait des petites percées comme ça, et on n'est pas tout seul en fait à avoir ce regard ou à penser ce qu'on pense. Et puis surtout, on terrorise pas les gens, c'est-à-dire que on peut vite rentrer dans des sujets comme ça et puis terroriser tout le monde. Et puis oulala, personne le prend parce que c'est bon, le mec il est pas rigolo quoi. Il parle de ça, il critique tout, et il y a un peu il y a un peu ce côté comme ça. Bon, je me lance, mais je sais que je vais pas être forcément celui qu'on veut inviter pour ça quoi. Hein. Un petit peu, un petit peu rentre dedans quoi. Voilà. Alors arrive cette fameuse crise du Covid et vous décidez de l'évoquer à votre manière, à travers un court-métrage, donc on l'a dit tout à l'heure, qui s'intitule Sous contrôle. Ouais. C'est 10 minutes de dialogue entre un agent de Gogol Camp qui vient contrôler chez Camp, Gogol Camp, ouais, Gogol Corp. Qui vient contrôler chez lui un citoyen, un simple citoyen. Bonjour, monsieur Dupré. Oui, bonjour. Olivia Meyer, contrôleuse sanitaire à Gogol Corp. Nous avions rendez-vous à 17h50. Désolée pour le retard. Non, c'est rien, je vous en prie, entrez. À quel moment vous vous interrogez sur cette gestion de crise et vous vous dites, bah là, je m'engage dans cette voie dissidente? On va dire que je prenais déjà un petit peu ce terrain-là avec Réalité 2.0, le précédent. C'est déjà une voie que je commençais à prendre par rapport à ce que je pouvais constater autour de moi. Et la crise Covid, ça a été un peu le top du top dans tout ce qui est insupportable pour moi, quoi, hein, en termes de manipulation, de propagande, de forcing, voilà. Et tout ça, j'ai pas écrit tout de suite le court-métrage, parce que bon, un petit peu comme tout le monde, hein, je dois avouer aussi au début, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous raconte? On savait pas trop quoi au début. Hein. Et bon, petit à petit, les choses avancent, et puis on fait faire n'importe quoi aux gens, avec des restrictions, pas des restrictions, des nouvelles restrictions. Et tout ça, moi, ça n'a fait que me faire bouillir, quoi. Ça m'a fait que me faire bouillir. Je voyais un petit peu la mascarade. Pour moi, c'est un peu une mascarade, hein, je le dis. Hein. Et je voyais les gens suivre, je voyais les gens céder facilement. Et je me suis dit, je peux pas rien faire, quoi. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Même si c'est juste une scène, comme vous l'avez dit, hein, c'est un dialogue. Hein, c'est pas très ambitieux en soi. Hein, le court-métrage, il est pas très foufou techniquement. Il y a quelques plans. Mais j'avais envie de marquer quelque chose. De dire, moi... ça pour moi c'est ridicule, ça c'est ridicule, et ça allait tellement loin, je trouve que ça allait très loin. Et dans cette affaire, je trouve que tout le système, les médias, je trouve que c'est allé extrêmement loin. Et je voulais pas passer à côté, et, hop, c'est terminé, et puis il s'est rien passé, on fait comme si, quoi. Je voulais marquer que là, moi j'étais pas d'accord avec ça. C'est ce qu'on a bien perçu à travers votre court-métrage, justement. Le message est bien passé. Et même si c'est un court, j'ai envie de dire, il y a quand même le côté bien burlesque de la situation qui ressort. Enfin, il y a cette scène entre l'agent et le citoyen où mettez votre masque, rebaissez-le, voilà. Et... Avant de commencer, veuillez mettre votre masque, s'il vous plaît. Bien, maintenant baissez-le. Remontez-le. Baissez-le encore. Enlevez-le. Parfait, vous pouvez le remettre. Maintenant, je vais vous scanner, si vous me permettez. Et on était vraiment dans ce genre d'action, en fait, au quotidien. Ouais, c'est ça. Ça a été presque d'une semaine à l'autre, hein, un changement, puis des mensonges, la répétition. Enfin, je ne vais pas refaire toute la liste, mais... c'est plus de 50 000 vues quand même sur la plateforme YouTube. Oui, ça a fait plus de 50 000 vues. C'est ce que j'ai fait qui a fait le plus de vues. Hein, donc j'en suis vraiment très content. Grâce aussi à des partages, hein, notamment le média 2442 Marcel qui m'a partagé.
Donc merci, hein, c'est super, ça a aidé votre média et les autres. Hein. Donc ça a bien pris, ça a bien accroché. Et puis beaucoup de bons retours aussi de gens qui étaient contents de voir ça, je pense. Parce que ça fait bizarre de voir des commentaires, c'est très agréable, mais ça fait bizarre de voir des commentaires de gens qui disent merci. Ils disent merci de l'avoir fait, enfin quelqu'un qui le dit. Enfin, je suis pas le seul, hein, et puis dans d'autres domaines. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est pas super, je me suis bien marré, ou lol, machin, ces conneries. Non, c'est merci, quoi. Alors là, on dit qu'on a touché quelque chose. Alors, de l'idée de ce court-métrage à la concrétisation du projet, il s'est passé combien de temps? Alors, il s'est passé quelques mois quand même. J'ai dû mettre peut-être 3 mois pour l'écriture. Parce que j'écris pas tous les jours dessus. Hein. Je suis pas H24 sur la feuille, mais environ 3 mois d'écriture. Après, la recherche des comédiens, qui peut prendre un petit peu de temps. Ça a été difficile à trouver des gens pour se lancer dans ce... Pour quelle raison, justement, ça a été difficile? Vous avez fait appel à votre entourage, à de vrais comédiens professionnels? Non, oui, à des vrais comédiens, oui. Ouais. Des fois, je peux faire appel à mon entourage proche, mais de moins en moins quand même. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Faut faire tourner, quoi. C'est bien. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on était encore en plein dedans. C'est-à-dire que quand j'ai sorti le film, on va dire que 2 mois après, 1 mois, 2 mois après, ça y est, ça s'était retassé. Les gens passaient à autre chose. Mais au moment où j'ai lancé la production, où j'ai cherché les gens pour le casting, on était encore bien dedans quand même. On était encore bien dedans. Donc les gens, c'est quoi le sujet? Ah oui, d'accord. Ah bah non, en fait, j'ai piscine. Vous êtes passé par quelle plateforme pour le casting? Alors les réseaux sociaux. Mmh. Les réseaux sociaux, sur Facebook, j'utilise des groupes. Il y a des groupes de casting. Je poste dessus. Il y a aussi une newsletter. Pardon, j'ai oublié le nom, mais les gens sont inscrits et puis ils reçoivent des annonces par mail. Donc je passe aussi par ça. Donc j'ai vraiment envoyé quand même à pas mal de trucs, quoi. Enfin. Donc c'est au moment où vous lancez l'annonce, vous avez beaucoup de retours, mais c'est au moment où il y a une communication qui s'installe sur le sujet où là ça bloque. Oui, ça, le retour. Bon, déjà moins que d'habitude, quand même, parce que j'annonce quand même le sujet, que c'est une satire sur ça, sans le scénario. Il y a juste vraiment le petit synopsis. Donc là, il y a quand même des retours, mais moins que d'habitude. Déjà, ça fait une sélection. Et après, avec le scénario en poche, là, il y a encore, ça se réduit encore. Donc voilà, quoi. C'est pas évident. Donc ça, c'est la première difficulté, la recherche de comédiens pour ce court-métrage. Ouais. Et j'ai eu de la chance de trouver. Bon, voilà, le court-métrage a été fait, mais je veux dire, j'ai trouvé. Je commençais à me dire, ça va peut-être pas être possible, quoi. Hein. Alors je commençais à réfléchir, oui, effectivement, à des amis, peut-être. Même moi-même, je m'imaginais moi-même faire le personnage avec son QR code sur la tronche, quoi. Et pour le faire. Mais coup du sort, j'ai le comédien et la comédienne qui m'ont contacté. Le contact s'est bien passé. Motiver les deux. Le scénario, ils le lisent, machin. Ils me disent, c'est sympa et tout. Je me dis je les préviens quand même. Parce que j'ai pas envie de les coincer ou je vais être sûr qu'ils aient compris de quoi on parle, quoi. Hein. Donc je leur redis un petit peu, quand même c'est chaud, ça parle de ça, vous voyez. Ouais, ils m'ont dit. Ouais, mais c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Donc allez, quoi, action. Alors, outre la recherche de comédiens qui a été difficile, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés? Sur ce projet? Oui. Non, parce que après le lieu, c'est chez une connaissance à Toulon. Donc après, ça a été très vite. Et puis l'équipe technique, il n'y en a pas vraiment aussi. Si vous regardez le générique, j'ai un copain, j'ai un ami sur le son, mais qui n'est pas du tout du métier.
Donc je lui ai dit, tiens, je lui ai mis une perche, je lui ai mis une perche dans les mains, je lui ai mis le micro, je lui ai réglé, et je lui ai dit, tiens, tu perches ici, tu te mets là, enfin je le dirigeais sur ça. Mais c'est simple, hein, de toute façon, le court-métrage, heureusement, est simple, donc ça pouvait se faire aussi comme ça. Mais donc voilà, il n'y a pas vraiment d'équipe technique. Donc une fois qu'on avait le lieu, que j'avais mes comédiens, on organise la date et c'est parti, quoi. Voilà. Donc, qui dit pas d'équipe technique, dit très peu de budget, alors, finalement. Oui, t'as tout qui réduit. Hein. Alors, j'essaie quand même de défrayer. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'essaie quand même de toujours défrayer les gens. Parce que j'ai pas envie que ça leur coûte non plus de l'argent. Voilà. Déjà, ils viennent bénévolement. Je pense que c'est normal que ça leur coûte pas d'argent. Donc, le minimum que je peux faire quand même, c'est les défrayer. Il y a à manger sur le tournage, il y a à boire, on passe une bonne journée. Mais oui, sinon, ça coûte quasiment rien, du coup. Ça vous a pris combien de jours de tournage? Une journée. Une journée. Ouais, une journée. On a commencé vers 10-11 heures, parce qu'il y a le temps qu'ils arrivent, je voulais pas les faire venir trop tôt, parce qu'on avait le comédien qui venait de Marseille. Donc Marseille-Toulon, c'est une bonne heure, enfin une petite heure, on va dire. Et la comédienne venait de l'autre côté, enfin je sais plus exactement, mais de l'autre côté, pareil, une bonne heure aussi de trajet, donc je voulais pas les faire venir à 8 heures. Donc 10-11 heures, voilà, le temps de mettre un peu en place. J'ai mis mes éclairages, mes lampes, mon matériel à moi, quoi. Et puis voilà, action. Et alors, si on devait chiffrer le budget de ce court-métrage? Moi, ce que ça m'a coûté, ça a dû me coûter, je sais pas, 400 €, peut-être 300-400 €. Ouais. Des casse-croûtes, le défraiement, comme je vous ai dit, pour que quand même ils viennent, voilà, et ça leur coûte rien, et c'est tout. Vous aviez fonctionné de la même manière pour les 2 autres courts-métrages? Ouais, exactement, ouais. Pareil. Un jour de tournage? Alors non. Alors, par contre, oui, pardon. Au niveau du jour, au niveau de la durée, ça a été plus long. Bientôt les vacances, ça a été 2 semaines de tournage. Donc c'était un gros tournage. Pourtant, voilà, le film est assez calme, assez doux, etc. Mais il y a beaucoup de lieux. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si on a l'impression qu'il se passe pas énormément de choses, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'endroits, on se déplace beaucoup. Il y a des scènes en soirée, il y a des scènes un petit peu de nuit. Il y a des scènes le matin, enfin c'est vraiment c'est une organisation. Et donc là environ 2 semaines de tournage, intense, hein, du matin au soir, ça dépote. Après, Réalité 2.0 a été tourné chez moi, à Toulon, enfin à côté de Toulon, dans un tout petit espace. c'est avec des fonds verts, voilà, mais vraiment minuscule. Hein. Moi, j'ai 28 mètres carrés. On pousse le canapé en machine, on pousse le meuble et allez, on installe et puis voilà quoi, c'est parti. Et pareil, même condition. Je dirais que Réalité 2.0, je sais plus combien de temps, ça a duré plusieurs jours aussi de tournage. Ça a été un peu découpé. On a tourné les week-ends Réalité 2.0, on a dû tourner peut-être une journée chez moi, tout en studio. Ouais, je crois que tout ce qu'on a fait en studio, c'était chez moi. Paf, une journée. Et après, un week-end, on a fait les scènes de l'intro et la scène de fin. Voilà. On peut dire qu'on est vraiment très très loin des millions d'euros de budget des films français qui bénéficient bien souvent des subventions du CNC. Eh oui. Les subventions du CNC, je cherche même pas à les avoir, hein, de toute façon. Mais effectivement, ça paraît démesuré. Ça paraît démesuré. Et pour quelle raison, justement, vous ne cherchez pas à avoir de subventions Pourquoi vous ne voulez pas entrer dans ce système-là? Alors déjà, il faut le dire, déjà, j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là, c'est vrai, par souci d'indépendance, je pense. Et puis, j'ai l'impression que je vais perdre du temps. J'ai l'impression que je vais perdre du temps et que je vais devoir refaire des choses pour plaire à je sais pas qui. Et ça, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Je préfère que ça soit plus difficile peut-être de monter mon projet, mais je le monte comme j'ai envie. Je vais faire les erreurs que je vais faire dessus, hein, c'est pas grave, mais j'apprends. Et c'est mon projet et il est comme j'ai envie qu'il soit. Voilà. Il y a pas de réécriture, il n'y a pas d'un tel qui me dit non, cette scène, tu comprends, ça va pas passer parce que TF1. Non. Quitte à ne pas gagner d'argent. Quitte à ne pas gagner d'argent. Ouais. C'est-à-dire que moi, le cinéma, c'est une vraie passion, il y a un plaisir, faut le dire. Et bien, évidemment que j'aimerais gagner ma vie avec,
Mais si je ne gagne pas ma vie avec, c'est pas grave. Et ils vont pas me, enfin, on va pas m'accrocher avec ça. Voilà. Vous connaissez le budget du dernier film là, de Danny Boone, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, bah, ils sont en pleine promo du film qui s'intitule La vie pour de vrai. Est-ce que vous connaissez? Danny Boone, je vois un petit peu ce qu'il fait, bien sûr, mais j'ai pas le film là, j'ai pas. Non. 23 millions d'euros. Et apparemment, ce serait l'un de ses plus petits budgets. Ah oui, en plus. Ah oui, en plus, ils ont fait attention, les mecs. Ouais. En plus, ils font attention, hein, c'est 23 millions d'euros. Oui, bah, moi, ce que ça me fait penser, alors c'était pas la même époque, c'est aux États-Unis, mais moi, par exemple, j'ai toujours en référence le premier Rocky, par exemple. Le premier Rocky, je crois qu'il a été tourné avec quelques millions d'euros. Petite production, mais vraiment petite production. Les mecs, ils font Rocky. Rocky, c'est quelque chose. Le premier, après, c'est sympathique, moi, ça me fait marrer. Mais le premier Rocky, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour ce film. Et ben, c'est une petite équipe. C'est une petite équipe, c'est des moyens. Stallone a fait intervenir son père, de la famille, etc. Ça se rapproche plus de ce qu'il faudrait que le cinéma soit, en fait. Des vrais petits films qui ont quelque chose à dire, sincères, passionnés, quoi. Passionnés. Et donc, oui, je parle de ça, mais parce que je l'ai vraiment en référence quand j'avais appris quand j'avais vu, que ce soit en making-of ou en documentaire ou quoi, que le premier Rocky, c'est quelques millions d'euros. Je me dis, putain, voilà quoi, c'est possible avec. C'est déjà énorme, hein, quelques millions d'euros, c'est déjà un truc de fou. Mais voilà, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, pour faire quoi? Pour faire 3 blagues, courir dans une voiture, monter un appartement, aller au restaurant, enfin, ça les vaut pas. Bon, et sinon, est-ce que ça vous plairait d'avoir une vraie équipe de tournage? Ah oui, oui. Ah non, oui, bien sûr, mais je suis pas contre. Je suis pas du tout, c'est moi tout seul et j'ai besoin de personne, c'est pas ça. Mais avoir une équipe de tournage, malgré ce que j'ai fait, malgré les rencontres que j'ai pu faire, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Parce qu'une équipe de tournage, surtout dans ces conditions-là, il faut vraiment qu'il y ait un lien quand même. Il faut qu'il y ait une même sensibilité, il faut qu'on se comprenne sur les sujets qu'on aborde, quoi. Si on n'est pas d'accord, que le mec il veut pas tourner parce que mais non, mais là t'es trop machin ou t'es pas assez ci ou machin, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une véritable équipe, comme vous dites, mais je préfère avoir une petite équipe bien soudée et solide, et où les gens sont un petit peu polyvalents aussi. Pourquoi on n'a pas besoin d'avoir 50 assistants sur un tournage? Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir l'assistant café, l'assistant je sais pas quoi, l'assistant lumière, machin truc, enfin... Ou alors, ce que j'ai fait, on me le dit, ça ressemble à rien. Voilà. On me le dit, moi, ce que j'ai fait tout seul, mon image ne ressemble à rien. Bon, bah, je vais apprendre. Je continue d'apprendre, j'apprends toujours. Mais je pense que ça a un petit peu de gueule. Voilà. Je pense que ça a un petit peu de gueule et on n'est pas 50 à faire l'image sur mon film, quoi. Mais ne pensez-vous pas, alors peut-être que les assistants ne sont pas forcément nécessaires, effectivement, mais qu'un ingénieur son, il est quand même assez indispensable sur un plateau, un directeur photo aussi, peut-être. Ouais. Parce que le fait de dire on a une équipe réduite, mais après, peut-être que ça tend vers la dévalorisation de ces métiers-là aussi. Il faut peut-être, alors on peut être polyvalent, mais pas surtout. Est-ce que... Oui, je comprends. J'ai pas envie comme vous dites, de dévaloriser quoi que ce soit. En plus, j'ai beaucoup de respect pour la technique et les techniciens. Hein. J'ai pas beaucoup de respect pour le cinéma français actuel, mais je ne mets pas dedans les techniciens qui, eux, travaillent, font ce qu'ils peuvent. Et puis même, je vais être honnête, c'est plutôt bien fait, globalement. Enfin, même si les films ne sont pas bons, pas intéressants, généralement, c'est assez bien fait. On a un bon niveau technique. On sait faire les choses. Mais... c'est important d'avoir des gens qui connaissent ce qu'ils font, c'est sûr. Avoir, comme vous dites, un ingé son, quelqu'un sur la lumière. Mais voilà, cet ingé son, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit 2, qu'il soit 3?
Parce que des fois, c'est un peu le cas. Alors, des fois, il y a des grosses productions. Peut-être, oui, il y a plusieurs caméras. C'est peut-être compliqué. À la limite, c'est un autre monde encore pour moi. Le monde de la superproduction, bon, peut-être. Mais non, un noyau dur. Moi, je vois plutôt un noyau dur. Donc oui, c'est un gars... Moi, j'imaginerais plutôt un gars sur la lumière, un gars sur la caméra et un gars sur le son. Déjà, on a 3 personnes, déjà. Si ces 3 personnes sont solides, elles savent ce qu'elles font et elles s'entendent bien, franchement, ça peut aller loin, quoi. Ça peut aller loin, c'est sûr. C'est sûr. Alors en parlant de caméra, je sais que vous êtes très attaché à filmer en appareil photo. Ouais. Bah Pourquoi maintenant, ce choix? ouais, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, j'avoue. Au début, quand c'était un peu la mode, je crois que ça avait commencé avec le Canon 5D, je crois, à l'époque, hein, qui avait vraiment lancé le truc. Et c'était impressionnant déjà. Hein. Mais c'était bizarre au début encore. Hein. C'est quoi, il y a 15 ans, 10 ans, 10-15 ans, je sais plus, à peu près. Mais c'était un peu bizarre, un appareil photo pour filmer. C'était pas encore du tout dans nos codes, quoi. Et qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'alléger. Ça a permis d'alléger. Alléger. C'est accessible et c'est léger. Donc c'est aussi ce qui fait que je peux travailler comme je travaille actuellement. Mais c'est aussi très technique, l'appareil photo, parce qu'on a l'impression que c'est léger, donc c'est plus facile. Ouais. C'est pas forcément le cas. Ouais. Non. Oui, bien sûr. On peut pas faire non plus n'importe quoi, mais après c'est difficile de répondre à ça parce que c'est peut-être plus sensible qu'une vraie caméra, par exemple. Oui. Il suffit pas de faire la mise au point pour que l'image ne bouge pas. Vous êtes obligé, sur un appareil photo, faut... Ah oui, non, mais il y a encore, c'est assez similaire. Vous savez, une caméra et un appareil photo maintenant. C'est-à-dire que techniquement, quand ces appareils photos sont un petit peu destinés à la vidéo, ce ne sont pas tous destinés à la vidéo. Hein. Il y en a, ils font vidéo, mais c'est très basique, c'est très limité. Mais il y en a certains, il y a des gammes d'appareils photo où vraiment l'aspect vidéo est très développé et on se rapproche des meilleurs caméscopes ou presque d'une petite caméra cinéma. Aujourd'hui, c'est des petites caméras de cinéma qu'on a dans les mains. À plus petit budget. Ah ouais, c'est divisé par 10, hein, si c'est pas par 20 ou 30. Donc, et ça fait des images, je le dis, j'insiste, mais ça fait des images incroyables. Ça fait des images magnifiques. Alors après, il faut maîtriser un petit peu. Faut pas trop faire n'importe quoi, mais non, c'est accessible. Après, le côté technique... je sais pas si je suis bien placé pour y répondre à ça, finalement, parce que je baigne tellement dedans depuis longtemps, je connais tellement bien le truc que je me rends pas compte, en fait, quand je fais mon réglage, ça va dans tous les sens, et puis j'ai fait mon truc. Mais c'est vrai, je me rends pas compte peut-être de la complexité de l'appareil. Mais donc ouais, c'est accessible. Quoi qu'il en soit, c'est accessible et c'est beaucoup moins cher et on peut faire énormément de choses avec. Et ça a révolutionné le monde du cinéma aussi. Ah bah ouais, bien sûr. Alors... Il y a eu le passage de la pellicule au numérique. Déjà avant ces appareils. Moi, je pense qu'on y a perdu sur la qualité d'image en termes artistiques, vraiment. Là, je vais parler un petit peu d'un truc de puriste, mais je pense que les mecs qui s'intéressent un peu à l'image me rejoindront. On a perdu le grain, la petite magie de la pellicule. La pellicule, c'est pas une image qui est ultra nette. C'est pas une image qui est parfaite, c'est pas voilà et tout ça on l'a perdu un petit peu. Bon, c'est le même débat entre la photo argentique et numérique, certainement, quoi. Oui, c'est un peu oui, tout à fait, l'argentique, c'est ça. Alors après on peut retrouver, encore une fois, la technologie, les logiciels aussi, on peut arriver à reproduire un petit peu cette petite magie dans l'image et ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Eh ben, vous me faites une bonne transition parce que je voulais vous parler justement de l'intelligence artificielle, qui est présente dans plusieurs secteurs d'activité. Elle est aussi utilisée dans le monde du cinéma. Comment vous voyez cette arrivée? Est-ce qu'elle constitue pour vous une plus-value au travail de réalisateur ou vous craignez des dérives? Je dirais les deux.
Vous avez le droit. Je dirais les deux parce que je trouve ça aussi passionnant et fabuleux que terrifiant, en fait. C'est quand on voit que ça soit dans le graphisme, je pense, c'est surtout ça, là, ça démarre surtout sur ça. Enfin, il y a plusieurs intelligences artificielles maintenant, mais je veux dire, ça a quand même bien démarré sur tout ce qui était graphisme, images, photos. Et puis en plus, je pense que ça va aller très vite. C'est-à-dire que là, ça a un petit peu explosé, mais je pense que ça va aller très vite maintenant. Maintenant que c'est lancé, on va avoir des trucs... Alors, oui, alors on peut se dire, il y a le côté, n'importe qui pourra créer n'importe quoi, on saura plus qu'est-ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, tout ça. Après, si ça permet à des mecs qui ont des idées, qui ont des bonnes idées, si ça leur facilite encore plus la création, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est des bonnes idées, à la limite, ça peut être bien aussi. Ça peut faciliter, puis ça peut, voilà, les meilleures idées resteront les plus intéressantes. Est-ce que ça pourrait tendre aussi à la disparition de certains métiers? Ouais. Bah oui, ça va dans ce sens-là. C'est un peu comme la robotique ou l'informatique, le numérique. Ça remplace des choses, effectivement. Ça peut faire beaucoup de mal à tous les petits métiers de création. Je pense à des freelances, comme je disais, des graphistes, tout ça. Je pense que ça va faire des dégâts. S'ils arrivent à créer une IA où il suffit d'arriver et de dire compose-moi une musique qui fait ça, machin. Là, je veux que ça monte en émotion, et puis après, je veux que ça redescende à tel timing, et que le machin arrive à faire un truc qui fonctionne bien. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. J'ai vu un peu des trucs, mais faut encore, voilà. De toute façon, ça va se développer, c'est sûr. Quand on va arriver à ça, vraiment, bon, bah après, c'est quoi la prochaine étape? Il n'y a plus besoin de filmer. S'il suffit de dire réalise-moi une scène dans un appartement avec telle lumière, tel éclairage, il se passe ça, il y a un homme qui arrive, une femme, machin, et que le truc le combine, et puis lui dire aussi fais-moi ce plan, là tu me fais un plan large, là tu me fais un plan de côté, là tu me fais un zoom, machin. Je suis au chômage. Voilà. Bon, on pourrait aussi se dire que comme c'est nouveau, il pourrait y avoir un certain engouement de la part des gens, et puis finalement, ça peut aussi très vite s'essouffler. Ouais. Parce qu'il va manquer le côté humain. Bah oui, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ce qui va sauver l'art, en fait. Il y a que ça qui peut sauver. S'il y a une petite différence que l'IA ne peut pas reproduire, ça sera bien ça, quoi. Ça sera le côté humain, le côté vivant, quoi, le côté spontané, peut-être. Ouais, mais après, on peut pousser le vice. On peut dire à l'IA, je veux que l'acteur improvise quelque chose. Enfin, il peut mimer l'improvisation d'un acteur. Il peut mimer la spontanéité. Enfin, il peut aller loin. Hein. On peut toujours repousser le truc. Après, j'ai imaginé aussi, ça serait amusant. Enfin, ça serait amusant, façon de parler, mais il pourrait y avoir des IA qui vont détecter ce qui a été fait ou pas par des IA. Pourquoi pas? On rentre un produit, un film ou une chanson dans une IA, et puis l'IA nous sort la probabilité que cette œuvre a été créée oui ou non par un humain, quoi. Et après, qui contrôle les IA aussi? Ça aussi, ça repousse encore le truc. Ça vous donne une piste là pour un futur projet? Ah non? oui, bien sûr. L'IA, oui, c'est des sujets qui font travailler la marmite, là, hein, mais ouais. Après, il y a tellement aussi sur l'IA, c'est passionnant, ça m'intéresse bien sûr, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a déjà beaucoup été traité par les films, par la science-fiction, par tout ça. Donc finalement, est-ce qu'on dira autre chose à la fin? Est-ce qu'on dira autre chose que tout ce qui a un petit peu déjà été dit sur le sujet? Alors on le dira différemment parce qu'on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Eux, c'était de l'anticipation, ils imaginaient des choses. Et ils étaient parfois très bons, hein, dans l'anticipation. Mais nous, bon, on voit comment ça jaillit, on voit comment ça évolue sous nos yeux.
Donc ça serait peut-être un peu différent, mais je pense qu'on arriverait à des conclusions similaires. Et comment vous voyez justement l'avenir de l'être humain avec tout ce qui s'est passé, que ce soit la crise du Covid, l'arrivée de l'IA, tout ça? J'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. Alors en fait, mais pareil, il y a les deux en fait, comme tout à l'heure. Il y a un peu des deux. Il y a des choses où on peut se dire ça va pas bien du tout et ça va pas s'arranger. Et puis il y a des choses aussi, on peut se dire il y a quand même encore une flamme, il y a encore quelque chose, quoi. Il y a encore quelque chose, c'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire. Donc un peu les deux, mais Alors si on devait choisir de terminer sur une note positive, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est pas perdu, bien sûr. Je dirais que c'est pas perdu. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas à la fin de tout. On n'est pas à la fin. Tout n'a pas déjà été fait, je pense. Voilà. Parce que ça, c'est un petit peu ce que j'entendais des fois dans le milieu, des gens que je pouvais rencontrer. De toute façon, Cédric, il me disait te prends pas la tête. Tu sais, dans le cinéma, tout a déjà été fait, tout a déjà été dit. À quoi ça sert alors, si c'est ça? C'est pas vrai. Tout n'a pas déjà été fait, tout n'a pas déjà été dit. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Je dirais qu'il y a encore des choses à faire, qu'il faut oser, qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de ce que va dire le voisin, de ce que va dire un tel. Il ne faut pas avoir peur d'être diabolisé. Il ne faut pas avoir peur d'être diabolisé. Ça, si on est diabolisé, c'est pas grave. Je veux dire, on peut me traiter de complotiste, on peut me traiter de ce qu'on veut. Ça, faut s'en foutre et puis il faut avancer, quoi. Voilà. Et pour terminer, quels sont vos futurs projets? Alors, futurs projets, donc il y a effectivement l'IA qui me trotte bien. Je réfléchis aussi beaucoup à tout ce qui touche, c'est un sujet un peu dur, tout ce qui touche la marchandisation de l'adoption. Le rapport objet à l'enfant, quoi, au bébé, quoi, hein, le rapport, voilà. Donc j'ai une idée, hein, j'ai une idée sur ça, j'ai mon truc. Il y a des chances que je le réalise l'année prochaine. Donc sur ça, mais voilà, c'est un sujet dur, mais traité comme un petit peu ce que j'ai fait Sous contrôle et Réalité 2.0, donc avec de la satire, avec un petit peu d'humour, avec une espèce de légèreté comme ça, voilà. Mais toujours pour venir bousculer les idées sur ça, quoi. Parce que si personne ne critique ça, on a l'impression qu'on y va et tout est normal et tout va bien, quoi. Et c'est merveilleux, c'est le monde d'après, quoi. Le monde d'après, il peut être sympa, le monde d'après, mais s'il y a trop de conneries comme ça va pas le faire, hein. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de vous, parce que je vais quand même le dire, mais c'est votre première interview, c'est la première interview que vous accordez à un média, en tout cas audiovisuel. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, j'espère qu'il y en aura d'autres, hein. Écoutez, vous reviendrez avec plaisir nous parler des futurs projets, nous les présenter. Le rendez-vous est pris. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et avant de terminer, je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Ça marche. Merci. Merci.